Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Nous reprenons l'antenne en direct dans cette magnifique cour jardin. Et à côté de moi, juste avant de lancer l'émission spéciale Raconte-moi ton océan que vous attendez tous, Emmanuel Dujardin, que nous voulions remercier parce que nous sommes ici chez Rougerie Tangram, grand cabinet d'architecture, ici au 23 rue des Phocéens à Marseille, pour cette série d'émissions spéciales Biomime Expo en marge du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Alors merci Emmanuel de nous recevoir pour cette série d'émissions en plateau télé. On est bien ici. Mais on est très bien. Merci Alain de me donner la parole juste une seconde. On est extrêmement bien en fait. Quoi de mieux comme endroit que d'organiser Biomime Expo pour parler de biodiversité dans un jardin qu'on a créé de toutes pièces, puisqu'on est ici au bâtiment des affaires maritimes et c'était un parking. Donc on a fait le choix il y a 3 ans de transformer un parking en jardin et on voit que ça a poussé de manière considérable, qu'il y fait plus frais, qu'on a la chance d'avoir des oiseaux, des tas d'animaux, et puis on fait des expériences d'agriculture urbaine ici également. Donc je suis très heureux d'accueillir les débats qui sont passionnants. On est des grands fans de Biomime Expo, on y participe depuis 4 ans. Bravo pour ce travail et bravo pour tous les intervenants. Merci beaucoup Emmanuel. Cette nature à proximité, ça fait du bien aussi aux hommes et aux femmes, je crois, hein. C'est un cadre de travail qui est exceptionnel. Je pense qu'on est un bon exemple aujourd'hui. On est à peu près mi-septembre. Tout le monde travaille à l'extérieur. Il y a de la connexion à tous les niveaux dans le jardin. Être au contact du vivant, je crois qu'il n'y a pas mieux en fait. On a la chance d'être en hypercentre et en plus connecté au tramway et au métro. C'est extrêmement bien placé. Vivre la ville au contact du vivant, je pense que c'est ça l'avenir. Un grand merci encore une fois Emmanuel Dujardin et bravo aussi à vous pour ce nouveau très bel ensemble Rougerie plus Tangram, une belle nouvelle page d'une très belle et grande aventure déjà existante et qui va se poursuivre après cette annonce toute récente il y a 2-3 jours. D'ailleurs Jacques Rougerie va nous rejoindre dans 1 minute en plateau. Merci encore une fois Emmanuel, on lance le jingle et on démarre l'émission. À tout de suite. Merci à vous. Et bien voilà, la magie du direct, c'est formidable. Regardez, le temps d'un jingle et ils sont là. Merci à nos partenaires que vous avez vu le temps de ce jingle. Et justement, j'en parlais à l'instant. Regardez qui est à côté de moi, Jacques Rougerie, formidable. Regardez à côté François Alexandre notre Bertrand qui nous parlera évidemment du platypus. Merci Déborah Pardo, que j'excuserai dans 15 minutes parce qu'il se passe plein de choses pendant ce congrès mondial de la nature de l'UICN. Déborah, évidemment, tu nous parleras de Earthship Sister. Et alors, je suis très intimidé aussi d'être à côté de Morgan Vourkis, grand plongeur en apnée, et un autre grand plongeur, photographe, Alexis Rosenfeld. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez absolument voir l'expo qui est actuellement Gare Saint-Charles avec de très belles photos. Alors je dis que je suis intimidé, c'est vrai, j'ai un peu la chair de poule parce que c'est un Picard qui vous parle. Alors bien sûr en Picardie il y a la baie de Somme, mais en tout cas je n'ai pas la chance de vos aptitudes et de plonger régulièrement dans cette Méditerranée si merveilleuse qui est juste derrière nous, n'est-ce pas Jacques ? Ah, tout à fait, bonjour, merci pour cette invitation, cette très belle invitation. Non mais la Picardie, c'est quand même la baie de Somme, on peut plonger. Moi j'ai plongé dans la baie de Somme. Il faut aller un peu plus loin. Voilà, et la baie de Somme, c'est quand même la biodiversité. Ah, c'est oui. un très haut lieu de la biodiversité, donc on est en plein dans le sujet. Tu vois. Oui, absolument. C'est une autre biodiversité, la biodiversité est partout, elle est différente partout. C'est ça qui en fait sa richesse. Donc on va tout simplement parler de
de ce que vous faites, de vos engagements. On a appelé cette émission spéciale « Raconte-moi ton océan », parce que les choses bougent aussi. Enfin, vous nous direz si elles bougent assez vite ou pas assez vite en matière de prise en compte des enjeux de la biodiversité marine, de l'océan, de la mer. J'ai quand même le sentiment qu'on en parle plus depuis quelques années, mais vous nous direz un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà, c'est extrêmement simple, mais je me tourne vers Déborah Pardo en raison de cette contrainte logistique et horaire pour que aussi tu nous dises un petit peu qui tu es, tes engagements, pourquoi tu te passionnes, qu'est-ce qui te fait t'engager sur ces enjeux-là, et notamment Earthship Sisters, nous expliquer un petit peu cette affaire. Une affaire de femmes exclusivement ? Non. Voilà. Merci Alain, je suis ravie d'être à vos côtés, messieurs, aujourd'hui et faire partie de ce magnifique événement qui est très bien mené. Bravo. Alors, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, alors que je suis quand même déjà avancée dans ma vie, que j'ai toujours travaillé au bord de mer et je n'avais pas fait le lien entre tous les différents métiers que j'ai exercés jusqu'à présent. Mon premier amour, et qui le restera toujours, on en a parlé, ce sont les albatros. Donc je suis spécialiste mondiale des albatros. J'ai travaillé pendant 8 ans dans la recherche internationale sur les modèles mathématiques qui permettent d'expliquer ce qui se passe dans le déclin de cette espèce qui est critiquement... Enfin, c'est 23 espèces d'albatros qui sont certains vraiment critiquement en danger d'extinction. Et donc j'ai réussi à prouver dans certains articles que c'était une synergie entre les effets de la pêche industrielle et du changement climatique. Et ça a fait bouger le statut de l'albatros à tête grise sur la liste rouge des espèces menacées. Et voilà. Et je me suis dit, bon... Et voilà quoi, satisfaite du résultat ? Bah non. En termes d'impact, j'étais déçue. Je me suis dit, peut-être qu'au final, la recherche dans laquelle j'avais investi ma carrière, c'était pas le meilleur créneau pour pallier à l'urgence environnementale. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais revenir à Marseille, je vais voir comment on peut travailler sur les causes racines de la transition environnementale. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à Earthship Sisters. Alors, on arrive à Earthship Sisters dans une seconde. L'albatros, quand même, on peut parler une seconde de ce vol de Radiant, de ses performances en vol exceptionnelles, capable de passer 80% de sa vie au-dessus de l'eau, presque sans battre des ailes. Et qui peut faire le tour de l'Antarctique en 40 jours dans l'océan austral sans vraiment battre des ailes. Alors, on était juste à ta place, juste avant, avec Jean-Marc Linares, l'Université Aix-Marseille et CNRS, spécialiste notamment des structures osseuses. Les os de l'albatros, c'est quelque chose, ils sont même pneumatiques. Et ils peuvent se bloquer, donc ils se bloquent les ailes ouvertes, comme ça ils ne consomment pas du tout d'énergie en vol. Mais moi, là où j'ai le plus travaillé sur eux, c'est à terre. Et à terre, c'est des oiseaux majestueux, c'est énorme. Leur bec, il est grand comme ça, et quand on les attrape, on ne fait pas les malins quand même. Quand on les attrape, tu as fait des câlins des albatros ? J'ai fait des attrapages d'albatros pour leur... Bon, donc on attrape toujours le bec en premier, puis les ailes avant qu'ils les ouvrent, parce que sinon elles sont plus grandes que nous et on peut les abîmer, c'est pas du tout l'objet. Donc ensuite on se cale avec les pattes qui battent derrière. Et ce que j'adorais faire, c'était mettre mes mains dans les plumes comme ça et sentir leur cœur battre. Puis ils sentent super bon. On parlera de ces émotions. Notre sujet. On parlera mais c'est exactement le sujet, effectivement. On parlera de ces émotions. On n'arrête pas de parler et de se dire qu'il faut qu'on se reconnecte au vivant. Ça passe aussi par du charnel, ça passe aussi par de l'émotionnel, ça passe même probablement surtout par de l'émotion. Qu'est-ce qui met principalement en danger l'albatros aujourd'hui ? C'est les captures accidentelles dans la pêche industrielle qui capturent environ 100 000 albatros par an. 100 000 albatros. Ouais. Et ce sont des adultes qui sont capturés. Donc pour une espèce qui est aussi longévive, donc ils vivent 40, 50 ans, ils commencent à se reproduire vers 10-15 ans. Ils n'ont qu'un seul poussin par an, voire tous les 2 ans. Donc quand on tue des adultes, la population elle ne remonte pas. C'est démographique, c'est simple. Je suis assez arrêté là par ce chiffre. Ce chiffre, c'était combien il y a 10 ans ? Est-ce qu'on a quand même des perspectives encourageantes ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a par rapport au travail que les chercheurs ont fait, il y a des mesures de mitigation de la pêche au thon essentiellement qui ont été faites dans les pêcheries à la palangre et au chalut. Et ça marche bien quand il y a des contrôleurs des pêches imposés à bord. Donc ça marche très bien dans la zone économique exclusive autour de l'Antarctique. Quand on sort de ça, qu'on revient en pleine mer, et d'ailleurs c'est une des grandes thématiques du Congrès, comment on gère la gouvernance de la pleine mer et la juridiction de la pleine mer. Et puis, donc ces mesures de mitigation marchent très bien, il y a de moins en moins d'oiseaux qui sont capturés, et puis de toute façon ça embête les pêcheurs parce qu'ils cassent les engins de pêche. Et voilà.
Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Merci beaucoup, Déborah. Un mot sur Earthship Sister. On regardera la vidéo en même temps qu'on te libérera. Alors, je vous disais, je me suis rendu compte au final que la problématique pour accélérer la transition environnementale, c'était peut-être plus au niveau humain qu'il fallait qu'on travaille plutôt que sur des données. Les données, on commence à en avoir plein. Je renie pas le travail des scientifiques, c'est très important. Mais pour ma part, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour inspirer les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien commun ? Et c'est comme ça que Earthship Sisters est né, de la rencontre entre Nathalie Hill, une marin, et moi, une scientifique. Et on a essayé de mettre tous les ingrédients pour que, à travers le leadership féminin, on arrive à transformer la société. Donc chaque année, on recrute 24 femmes qu'on va accompagner pendant 1 an dans un programme de leadership, d'incubation de projets environnementaux à impact et de navigation pour semer l'envie d'agir. Et c'est comme ça qu'avec tous ces ingrédients, on a des partenaires privés, on a des partenaires publics et on arrive à faire bouger la société. Et en se répliquant, c'est ce qui est en train de se passer, en répliquant ce modèle Earthship Sisters dans plein de pays. Donc là, on lance en Côte d'Ivoire. On lance en Côte d'Ivoire, on est attendu aux États-Unis, on est attendu au Mexique. Ça commence au Maroc, en Tunisie, à piter, comme on dit chez nous. Eh bien, on pourra, je l'espère, faire bouger. Parce que les femmes, quand on aide les femmes à révéler leur potentiel, elles ont des ricochets. Très important. Très important, la capacité à démultiplier. Il y a plein d'hommes et de femmes de bonne volonté. Il y a plein d'initiatives positives. On est face à un véritable enjeu de changement d'échelle sur toutes ces initiatives positives. Donc bravo Earthship Sister. Tu peux refaire quoi, Lucienne, là ? Alors, on a gagné un appel d'offres il y a 2 ans, maintenant, pour animer avec une équipe de 7 facilitatrices professionnelles les Conservation Action Café de la partie scientifique du congrès. Et là, on a le dernier cet après-midi. Il y en a 7 sur les 7 thématiques. Là, c'est sur Economics, donc 200 experts, up to 200 experts qui se connectent en anglais. Et on anime un processus d'intelligence collective qui est là pour la première fois aussi dans ce congrès, un mécanisme qui fait remonter des informations des experts au gouvernement directement. Donc génial. Très innovant. Bravo pour ça. Ça va très bien se passer. Il est 44. On te libère. Merci beaucoup, Déborah Pardo, pour Earthship Sister, d'être passé nous voir. Nous rappeler aussi ton amour pour l'Albatros. On regarde une petite vidéo sur Earthship Sister et puis on continue entre nous. Alors je suis désolé, effectivement, là on est entre hommes, mais il y a eu beaucoup de femmes avant, il y en aura d'autres sur les autres plateaux. À tout de suite, on regarde la vidéo et on se retrouve. Rejoignez l'aventure Earthship Sisters. Merci Déborah Pardo qui était avec nous à l'instant. Je me tourne vers vous, Morgane Bourkis, parce que alors Déborah nous disait à l'instant qu'elle a mis sa main dans les plumes de l'albatros pour sentir son cœur battre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de mettre votre main sur je ne sais quel poisson ou mammifère marin pour écouter battre son cœur. On connaît un film fameux qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Est-ce que vous murmurez
à l'oreille des mammifères marins? Est-ce que vous les ressentez autour de vous quand vous plongez? Je rappelle que vous êtes champion du monde de plongée en apnée. Alors vous nous rappellerez, il y a différentes catégories. Vous, c'est spécifiquement, si j'ai bien écouté la dernière fois, de la plongée à poids constant, sans palme, sans avoir le droit de tenir le filin, etc., etc. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous descendez au-delà de 90 mètres. C'est très impressionnant. Au-delà de la performance physique, c'est probablement aussi une performance mentale et probablement aussi une volonté d'immersion dans ce milieu marin. Donc merci de nous dire un petit peu ce qui se passe, ce que vous ressentez dans ce type de moment. Comment vous ressentez le vivant qui vous entoure. Est-ce que vous le sentez lui aussi communiquer avec vous? Alors bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'était très touchant ce qu'a dit Déborah tout à l'heure sur justement ces albatros, ces fameux seigneurs des airs, mais qui une fois sur Terre, leurs ailes de géant l'empêchent de marcher, justement, hein, si on fait référence à Baudelaire. Moi je viens de la mer, voilà, je suis un athlète plutôt, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste ou un biologiste, mais je vais dans cet univers avec... dans la simplicité la plus totale qu'il soit, avec le minimum, je dirais, d'équipement, et simplement avec mes poumons pour pouvoir rester sous l'eau, à l'image des grands mammifères marins. Donc toute ma carrière, voilà, elle était surtout dédiée à ces pratiques en piscine et en mer, et au fur et à mesure, je dirais que l'envie, non pas de me confronter, mais d'étudier et de comprendre et d'interagir avec les seigneurs de l'apnée en mer, les grands mammifères marins, est venue progressivement. Donc oui, on est dans un espace, dans un territoire dans lequel les sensations sont très très fortes en apnée. On est sur un rapport très charnel et très somesthésique avec l'eau. On est sur un environnement qui est quand même 800 fois plus dense que l'air et dans lequel on essaye de bouger et se mouvoir, cet environnement très fuyant. Et on y parvient malgré tout, de par nos réminiscences voilà, que l'on a aussi en termes de physiologie, de pouvoir accéder à ce monde sous-marin, de pouvoir s'adapter à celui-ci pendant quelques minutes et non pas quelques heures, comme le grand cachalot par exemple. Mais on a cette possibilité tous en nous, et certains le potentialisent grâce à l'entraînement, de pouvoir s'immerger en toute simplicité et d'être, je dirais, au contact de cet univers qui est assez extraordinaire et rempli voilà, de surstimulation tactile. C'est vrai que les grands mammifères marins sont des champions apnéistes. Vous avez raison de le rappeler. Ces sensations tactiles, vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous en décrire une ou deux? Est-ce que vous avez quelques souvenirs particuliers de rencontres, justement? Alors, il faut savoir que le corps humain se met dans un état particulier. Il s'adapte en fait à la pression et au fait de s'arrêter de respirer. Il développe ce qu'on appelle le diving reflex, c'est-à-dire qu'en termes de physiologie, il se met à l'économie, il se met presque en léthargie, tout en ayant toujours la conscience de pouvoir évoluer dans ce milieu. Mais le cœur ralentit, les vaisseaux périphériques se contractent pour arrêter le flux de sang vers la périphérie qui n'est pas essentiel à cet instant entre guillemets de survie. On a une vasodilatation centrale vers le cœur et le cerveau qui fait que ces deux organes nobles sont surperfusés en termes d'oxygène pour pouvoir justement bouger, évoluer et peut-être se sortir de cette situation qui n'est voilà, pas normale pour le corps humain, mais nous avons la capacité d'aller sous l'eau. Et on a d'autres effets voilà, qui permettent à ce corps en fait, de s'adapter, de rester plusieurs minutes sous l'eau et de vivre les interactions simplement avec le milieu physique, qui sont assez extraordinaires. On a la gravité qui est complètement altérée avec la poussée d'Archimède, donc on a l'impression de voler un petit peu à certains endroits. Et on a aussi des interactions avec le milieu naturel quand elles sont possibles, quand elles sont voilà, à notre portée, que ça soit du plus petit poisson au grand mammifère marin. Et c'est notamment lors d'un de ces films avec Jean-Charles Granjon, où je suis parti en Norvège pour aller m'immerger auprès des orques et des baleines à bosse, que j'ai commencé à découvrir un petit peu cet univers marin et ses champions d'apnée. On regardera la petite vidéo tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on continue à discuter entre nous, et on va revenir vers vous, Morgane. Vous avez conscience que ce que vous faites est exceptionnel. C'est pas juste pour faire de la flagornerie, etc., mais c'est quand même pas donné à tout le monde de rencontrer ces grands mammifères marins. Question peut-être profane, ou voire pire, stupide, mais est-ce que
vous avez le sentiment qu'eux-mêmes essayent d'aller à votre rencontre, essayent de communiquer avec vous. Comment est-ce que cette vie marine vous perçoit-elle quand vous descendez, j'ai presque envie de dire, à égalité avec elle? Et est-ce que la perception est différente? Je sais que vous faites également de la plongée en bouteille, vous n'avez rien contre dans l'absolu, après ça dépend des usages, des besoins, etc. Mais est-ce que la relation est différente? Les grands mammifères marins fascinent tout le monde par leur gigantisme, par leur manière de se mouvoir, par leurs codes sociaux, par leur évolution entre eux. Et ces rencontres marquent, en fait, je dirais, toute une vie à chaque fois que l'on a la chance de les côtoyer. Et c'est par ce film notamment qu'on a voulu un petit peu rendre compte de ces expériences avec les grands mammifères marins qui transforment. Et il faut savoir que nous sommes allés dans leur territoire, en Norvège, qui est un des rares territoires encore en Europe où on peut les rencontrer facilement et où ils cohabitent, entre guillemets, encore avec l'homme, où ils sont peut-être un peu plus pris en considération par rapport aux activités de pêche, par rapport aux histoires aussi qu'il y avait sur les peuples premiers. Et ces grands mammifères marins, quand vous allez à leur rencontre, en général, vous essayez de pas trop les déranger non plus, mais ils savent que vous êtes là. Ils vous regardent, ils vous observent, ils vous calculent, mais ils sont aussi, lorsque l'on était là-bas sur place avec eux, occupés aussi à leurs activités sociales, leurs activités de pêche, du coup de pouvoir se nourrir. Et ils savent que vous êtes là à partir du moment où si vous gardez certaines distances et que vous n'interférez pas dans leur comportement et dans leurs activités au pluriel, pardon, je dirais que la cohabitation est grandiose et appelle simplement à pouvoir être renouvelée parce qu'elles sont exceptionnelles. Merci Morgane. Je me tourne vers Jacques. Jacques, cette cohabitation grandiose, je pense que c'est quelque chose qui t'inspire. Non, mais je la partage avec Morgane, mais d'une autre façon. C'est vrai que mes plus grands moments d'émotion, ça a été avec ces grands mammifères, de plonger avec eux. Ça m'est arrivé souvent, comme Alexis, comme Morgane. On a eu cette chance inouïe. Mais tout compte fait, ces mammifères se laissent approcher, il ne faut pas croire, hein, même si on n'est pas un très grand apnéiste. Comme moi, d'ailleurs, je suis fasciné par Morgane, parce que lui, c'est un vrai mérien. Enfin, moi, je suis un mérien, mais lui, il va plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment sans aucun artifice. Il est en osmose totale par rapport à ce milieu. Et je suis persuadé, le peu que je connaisse de ces mammifères, j'ai quand même pas mal plongé avec les mammifères marins, je suis persuadé que le comportement de Morgane est complètement différent et apprécié d'une façon très différente que quand on plonge en bouteille. Alors là, je pense que Alexis, qui a fait des magnifiques photos, qui a fait des reportages, qui a plongé des centaines de fois, mais en bouteille, pour les photographier, ces magnifiques images de baleines et d'orques et tout. Alors moi c'est l'inverse de Morgane. Voilà, moi c'est l'inverse de Morgane. Je suis amérien. Plus je cherche tout pour rester le plus longtemps sous la mer. Voilà, je suis désolé Morgane, mais moi je serais ravi de t'amener dans une maison sous-marine et de voir que de rester sous l'eau, de savoir que le temps, on ne pense plus au temps. Vous avez 24 heures et donc quand vous pénétrez à l'intérieur d'une maison sous-marine, le temps s'écoule. Et puis vous êtes là, vous écoutez de la musique sous l'eau, vous regardez ce paysage qui vous entoure de biodiversité. Vous avez ces animaux qui, justement, le fait que vous êtes en constance avec eux, n'ont plus le même comportement au niveau éthologique au bout d'un moment. C'est ce qu'à chaque fois, j'ai fait 12 expériences d'habitat sous la mer, j'ai fait les plus longs séjours sous la mer, j'ai vécu 69 jours sous la mer, donc ça fait une sacrée durée par rapport à notre ami Morgane. Et moi, c'était, 69 jours que moi, je voulais continuer. Donc, bon, c'était timé comme ça. Dormir sous la mer, mais c'est un bonheur inouï. Vous vous rendez compte, le matin, vous vous réveillez, entouré de cette faune, c'est fabuleux. Déjeuner sous la mer, c'est fabuleux. Vous voyez, donc, voilà, ma passion, elle est dans la durée, dans cet univers en 3 dimensions. Et c'est vrai que quand ça permet de sortir autant de fois qu'on veut, et surtout, il ne faut pas remonter à la surface pour des tas de raisons qui seraient trop longs à expliquer, de paliers de décompression et autres. Mais de sortir de sa maison sous-marine pour aller dans cette 3e dimension, c'est extraordinaire. On sort autant de fois qu'on veut chaque jour. Alexis Rosenfeld, on parlera du platypus tout à l'heure parce que là aussi ça permet de rester plus longtemps et d'observer. L'avantage de vos plongées longues, c'est que vous remontez avec des images fantastiques.
Oui, surtout, moi je suis entre Morgane et Jacques, entre les quelques minutes de Morgane et les 69 jours, les incroyables 69 jours de Jacques Rougerie, le plus long séjour sous la mer, avec ces nouveaux appareils qui ont émergé il y a quelques années, ces recycleurs qui nous permettent de prendre du temps et d'être justement, Jacques, là, entre ces bouteilles qui ont été très gênantes pendant longtemps parce qu'elles sont bruyantes, parce qu'elles nous limitent en gaz, parce qu'elles émettent du gaz aussi, d'être dans le silence, dans la furtivité, de pouvoir faire ces approches ou ces attentes, ces affûts, parce que c'est la chasse un peu, la photographie. C'est une forme de chasse, c'est de patienter pour aller capter ces quelques photographies et parfois des heures et des heures de plongée de décompression pour une seule image, pour un seul instant. Et ces photos, alors Morgane Bourkis en parlait, ces grands mammifères marins sont captivants. Ces photos sont essentielles aussi pour faire passer un certain nombre de messages. Enfin, vous êtes tous différents, essentiels. On a parlé de l'importance de la diversité sur le plateau d'avant. L'expo qui est en cours et d'autres expos passées et à venir, etc. La force de l'image pour parler des enjeux de l'océan. C'est la force de l'image pour parler de la beauté de l'océan, des enjeux de l'océan, des engagements et des bons gestes aujourd'hui. Donc c'est vrai, par exemple, on en parlait avec Morgane juste avant cette rencontre et sur l'ensemble de ce travail photographique qui est présenté en collaboration avec Garoy Connexion, qui est aujourd'hui à Marseille, qui était il n'y a pas si longtemps Gare de Lyon, qui sera très bientôt à Paris, dans 2 gares majeures, c'est de montrer cette démarche photographique, d'emmener les gens avec nous dans un engagement, de leur dire voilà, vous avez tous un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer, que les décisions, elles se prennent aujourd'hui. On est aujourd'hui en 2021, c'est le Congrès mondial de la nature. Il y en a eu un il y a 5 ans, 6 ans. Ce qui serait intéressant, c'est de voir toutes ces décisions qui ont été prises il y a 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qu'on a produit en 5 ou 6 ans qu'est-ce qui en a découlé? Donc à quoi vont servir ces nouvelles décisions? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce qu'on va limiter ces pêches? Est-ce qu'on va prendre ces pêches électriques? Je surfe sur les actions récentes de Bloom à ce sujet-là. Est-ce qu'on va comprendre que les pêches minotières, les farines de poisson sont quelque chose d'absolument perturbant pour les écosystèmes et destructeur pour la biodiversité. Voilà, et donc tout ce travail de médiation, qui ne sont pas que des expositions, c'est un travail d'exploration et de transmission, c'est de faire bouger les choses et aussi d'aller chercher d'autres personnes que tous ces gens qui sont globalement toutes d'accord au Congrès mondial de la nature qu'il faut... Absolument. Voilà, tout le monde est d'accord, mais il faut sortir de ça. On y revient dans la deuxième partie de cette émission, justement, sur votre analyse des enjeux. Pour finir, c'est aussi pour emmener pour transmettre sur ces enfants. Et aujourd'hui, c'est ces enfants, probablement, qui vont pouvoir expliquer aux parents. On est en train d'inverser un peu le système éducatif. Au lieu que ça soit de la descendance, c'est de l'ascendance. C'est vrai, sur les enjeux biodiversité, écologique, d'une manière générale. La génération de nos enfants qui nous suit nous perturbe positivement beaucoup. Peut-être un mot, merci François-Alexandre Bertrand d'être là. Pour nous parler du platypus, et puis ensuite on va voir quelques images, on va rembobiner, on va voir quelques images de Morgane, et puis on verra le bateau. Je sais pas, c'est un bateau, c'est un sous-marin, c'est quoi le platypus? C'est un juste milieu, c'est un bateau semi-submersible, on l'appelle comme ça exactement. Donc merci beaucoup Alain pour l'invitation. D'abord je suis très content parce que je connais bien Déborah et Jacques. Alain, maintenant on se connaît. Bon, ben évidemment, Morgane et Alexis, j'avais beaucoup entendu parler de vous, mais je ne vous connaissais pas. Donc je suis ravi qu'on puisse être là ensemble. Je suis ravi aussi parce que, par rapport à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, il y a une prise de conscience depuis quelques temps qui est assez extraordinaire. En 2 mots, alors, je vais d'abord parler de mon amour pour la mer, puisqu'on est là pour ça. Moi, je suis d'origine franco-grecque. J'ai grandi au Gabon, au bord de la mer, donc en Afrique. En gros, ma vie, quand j'étais jeune, de 0 à 8 ans, c'était un petit appartement avec un jardin, la plage et la mer. Donc je savais nager avant de savoir courir. Et j'ai fait du triathlon, j'ai fait de la chasse sous-marine. Et bizarrement, il a fallu attendre l'âge de 30 ans pour faire de la plongée sous-marine. Et là, j'ai véritablement découvert un nouvel environnement. Quelque chose où je me suis dit que je voulais que ma vie fasse partie de cette nouvelle galaxie que j'avais découvert.
Donc voilà un petit peu mon aventure, je dirais, marine. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi, puisque effectivement, je fais le Platypus, dont on va parler plus tard, qui est effectivement un bateau capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau. En 2 mots, on en reparlera. Quelque chose qui permet, tout comme on l'a évoqué tout à l'heure, de ne pas être limité par le temps. Donc Jacques veut vivre sous l'eau. J'aimerais beaucoup l'accompagner dans ce rêve d'ailleurs. Tu m'invites quand tu veux à ta maison sous-marine. Et d'un autre côté, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir naviguer sous l'eau sans aucune limite de temps ou aucune contrainte. Pour la petite anecdote, on a fait 40 km sous l'eau en une journée et en 7 heures de temps. On peut faire plus, mais voilà, pour le moment, on s'est arrêté à ça. Ceci pour dire que aujourd'hui, voilà, l'IUCN, récemment, on l'a pour la partie biodiversité. Il n'y a pas si longtemps, j'étais souvent confronté à un milieu assez extrémiste. Et j'en parle, donc moi, pendant 8 ans, j'ai été directeur exécutif du Women's Forum for Economy and Society, donc un événement qui est dédié au Women Empowerment, avant tout économique et sociétal, mais également sur les sujets de parité. Quelque chose où j'ai pris un immense plaisir et beaucoup d'honneur à diriger tout ça, mais ce qui me choquait beaucoup souvent, c'était l'extrémisme, parfois nécessaire, hein, mais l'extrémisme parfois des positions, ce qui fait que ensuite pour construire c'était compliqué. J'ai retrouvé depuis quelque temps cet extrémisme dans le milieu de l'environnement et de l'environnement sous-marin notamment, et je trouve ça très dommage parce qu'il y a un moment pour alerter et il y a un moment pour construire. Et j'ai l'impression réellement que depuis quelques années maintenant, il y a un véritable engouement, une dynamique qui s'est créée où les gens maintenant ensemble veulent construire. Hier, j'animais une session avec Patricia Ricard, avec Simon Bernard et d'autres innovateurs comme ça du monde de la mer. Il y avait un représentant Simon Bernard, Plastique Odyssée, oui, pardon. Et voilà, toutes ces personnes autour de la table avec des solutions différentes, avec une approche différente, des expertises aussi différentes. Il y avait une approche extrêmement consensuelle. Tout le monde voulait finalement arriver au même objectif avec une approche extrêmement pragmatique. C'est nouveau. Beaucoup de bienveillance sur l'environnement et une véritable envie en fait de travailler tous ensemble. Et je trouve que cette dynamique qui rappelle enfin qu'on n'est pas dans un monde qui est foutu, parce qu'on entend trop souvent ça, et avec Jacques on partage la même vision, c'est que on entend trop souvent aujourd'hui que c'était mieux avant, que le monde d'aujourd'hui est foutu, qu'il faut habiter sur Mars pour s'en sortir. Et moi, quand j'entends ça, je suis en colère. Je le dis franchement, je suis en colère parce que on n'a pas à penser comme ça. On a une planète qui est magnifique. On a un moment où on a enfin pris conscience des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux, et on a les solutions humaines par le changement de mindset, mais également les solutions technologiques que l'on peut avoir pour changer la donne. Mais ça n'empêche pas de vivre. Au contraire, on peut tous vivre et chacun avec une approche différente. C'est d'ailleurs ce que l'on fait tous ici autour de la table. Merci beaucoup François-Alexandre. On va rester quand même quelques minutes sur ce sujet parce que effectivement depuis quelques années on prend conscience que nous sommes en communauté de destin, nous en tant que communauté humaine et communauté humaine avec le reste du vivant comme on dit, et que probablement qu'aujourd'hui c'est plus important d'encourager plutôt que de sanctionner, de critiquer, mais probablement que c'est toujours une affaire de curseur qu'il faut aussi parfois bousculer. Alexis, vous étiez déjà un petit peu là-dessus tout à l'heure, donc je vous laisse continuer sur votre ressenti sur la prise en compte de ces enjeux et sur l'envie aussi d'avoir davantage peut-être de compte rendu, parce que bien souvent dans ces grandes réunions internationales, on est tous d'accord, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend des grandes décisions, mais véritablement quels impacts peuvent-elles avoir? On fait des effets d'annonce, on ne prend pas de grandes décisions. On annonce qu'on va prendre une décision, mais on ne prend pas forcément de décision. Et aujourd'hui, les décisions, on s'aperçoit. Cette histoire du Covid, elle est super intéressante, parce qu'on s'est aperçu que notre gouvernement, qu'on soit pour, contre, que ce soit fonctionnel ou pas, a réussi à prendre des décisions importantes et de les acter immédiatement pour une crise sanitaire. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on a bloqué un pays, on a pris des initiatives absolument fabuleuses. En tout cas, en termes de décision. Pour la nature, il serait essentiel de pouvoir faire la même chose, de dire demain, on sait que ça, c'est pas fonctionnel. On n'a pas à annoncer qu'on va le faire dans 2 ans ou dans 3 ans. On va l'arrêter demain. Si on sait que c'est pas fonctionnel, si on sait que c'est destructeur pour la biodiversité. Biodiversité, c'est biologie et diversité. C'est-à-dire que c'est la quantité de biologie dans un écosystème. Si on sait qu'on détruit un écosystème, on arrête. On parle de 6e extinction. Voilà, pourquoi attendre 6 ans pour arrêter tel pesticide? Pourquoi attendre 8 ans pour arrêter tel... On n'a pas assez conscience, parce que le Covid a été vite, parce qu'il impactait directement la santé humaine, on n'a pas assez conscience que la santé de la biodiversité et la santé humaine, c'est la même chose. Il y a un rapport très récent d'un réassureur, du 2e plus grand réassureur suisse, qui est en Suisse, du plus grand réassureur mondial, qui explique très, très clairement que 60% du PIB mondial dépend de la qualité de la biodiversité.
Donc si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que notre économie est liée à notre nature, il faut qu'on arrête tout de suite. Morgane, je ne sais pas si au-delà de vos activités, vous êtes parfois interpellé comme une forme d'ambassadeur ou de porte-parole de ces enjeux. Quel est votre regard sur l'évolution des choses, sur cet espace qui vous tient tant à cœur ? Moi, je suis assez d'accord avec Alexis, notamment sur la latence en fait, des décisions. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la loi climat et résilience, elle est vide de son sens. Elle ne reprend quasiment aucune, anecdote ou conseils qui ont été réalisés par la Convention citoyenne. Et on sait que sur les notes qu'ont remis notamment ces citoyens par rapport aux actions du gouvernement, il a reçu 2,5 sur 10. Donc on est aussi à un moment où on veut prendre des décisions. Donc comme le dit Alexis, on veut prendre des décisions, sauf qu'on les repousse sans arrêt, sans mesurer la gravité, malgré tout, dans lequel on est. Donc moi, je suis peut-être un tout petit peu plus pessimiste que François-Alexandre, mais la latence du temps dans lequel on s'enferme est grave. Jacques, peut-être un commentaire là-dessus, sur sur l'évolution des choses sur les quelques années qui ont passé, compte tenu de ton engagement de longue date. Est-ce que, puis on sait que tu accompagnes souvent le président de la République sur un certain nombre de territoires où ces enjeux sont importants. Quel est ton sentiment sur l'évolution des choses, sur la prise en compte de ces enjeux, tant du point de vue politique que citoyen? Et ensuite, on regarde un extrait du film que vous venez de réaliser. Non, moi j'aurais un regard, on ne parlera pas politique en ce qui me concerne, et ce que tu viens de dire par discrétion. Mais l'avantage que j'ai, c'est mon âge. C'est un avantage considérable de voir cette évolution. Quand je vois quand j'avais 20 ans et l'âge maintenant, j'ai toujours 20 ans dans ma tête, c'est vrai que moi je suis entre les deux. Voilà, moi je suis très optimiste de tempérament. De toute façon, on n'a pas le choix, je ne suis pas un naïf. Je suis un rêveur, mais pragmatique, comme j'adore le dire. Non, je crois que malheureusement, c'est pas si simple que ça. C'est prendre des décisions fermes. Il y a des risques aussi irrévocables dans certains sens. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout de suite, je suis à 100% d'accord. Par rapport à des décisions de protection sur certaines espèces, c'est évident. Ou j'arrive pas à le dire. Spécificité Non, non, pour les... Ah, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup, m'en veuillez pas. C'est pas grave. Vous voyez, c'est presque l'âge, comme dirait l'autre, parce que je vois mon Jacques ami est émotionné parce que ce matin, oui, ils ont immergé l'aquabule qui était là tout à l'heure et qui est partie dans les airs. Là, elle était dans la cour jardin de Rougerie-Tangram, elle est partie et elle est immergée là-bas. Avec Emmanuel, ça a été un moment intense et c'est vrai que je suis encore empreint de ce moment intense, justement, pour vous amener à vivre quelques instants sous la mer. Non, je reviens sur ta question. C'est vrai que ça ne va pas assez vite, mais il y a un ancrage. Moi, je le vois à travers, j'ai fait Rio plus 20, j'ai fait Copenhague, j'ai fait les différentes COP et ainsi de suite. C'est vrai que, bon, les décisions, il y a beaucoup de conférences et tout, mais il y a un ancrage très, très fort en ce moment. C'est vrai que le coronavirus, comme disait notre ami Alexis, a fait on ne se rend pas compte, mais ça a été un accélérateur. Il y a une transversalité maintenant qui est beaucoup plus grande du fait qu'on peut... maintenant, on fait des réunions internationales. C'est ce qu'on fait maintenant régulièrement à travers différents projets. Là, je suis en train de relancer le programme Sea Orbiter, donc c'est Station internationale des océans. Bon, il y en a un qui se trouve aux États-Unis, un autre qui se trouve au Japon. Et c'est vrai que les décisions, moi je suis optimiste parce que je pense que la génération qui arrive dans moins de 5 ans, les décisions, on va agir. Je suis confiant, même si ce n'est pas suffisant, mais je suis sûr qu'on va agir. Et probablement qu'un des leviers pour continuer à agir et agir plus vite, et on vient aussi d'en avoir un peu un témoignage ici, c'est la force de l'émotion. On protège ce que l'on admire, ce que l'on aime, ce que l'on respecte. On va voir quelques images, je te laisse rajouter un mot, Jacques, je t'en prie, mais on va voir quelques images d'un extrait du film avec son nom, le réalisateur, je l'ai oublié. Jean-Charles Granjon. Jean-Charles Granjon, c'est important de bien citer. On va voir un extrait de ce film parce que l'émotion
Mais c'est fondamental, transmettre nos passions, là, tous, on est des passionnés, on est nés là-dedans, on n'a aucun mérite, mais on a de l'audace, de la passion, il faut le transmettre aux jeunes, il faut transmettre du rêve. Et tu parlais du président de la République, justement, ben, c'est ce qu'il a envie qu'on fasse, c'est-à-dire il nous a réunis vendredi dernier à travers un certain nombre d'explorateurs, d'aventuriers, et ce qu'il nous demandait, c'est comment transmettre aux jeunes cette passion qu'on a pour que les jeunes se lèvent et agissent et amènent des solutions, car c'est à eux d'amener ces solutions aussi. Et de la passion et de l'enthousiasme mis en ondes, nous on le voit clairement à travers le biomimétisme, qui est cette espèce de révélation du génie du vivant. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de jeunes à Biomime Expo et sur un certain nombre d'autres opérations qu'on peut réaliser, y compris des jeunes plus jeunes que les étudiants, etc. C'est-à-dire les collégiens, les lycéens s'intéressent beaucoup à tous ces aspects qui tournent autour de la redécouverte du vivant, et probablement que vos actions, vos œuvres, j'allais dire, contribuent aussi à ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait vidéo de ce film qui va sortir, qui est sorti. Qui est déjà sorti, mais par contre qui est reprogrammé du coup jeudi après-midi à la Vieille Charité, dans le cadre off de l'UICN, et programmé grâce à la ville de Marseille et l'Office de la mer. Formidable. On regarde quelques images. Je ressens le besoin de poser un voile sur mon regard d'humain pour avancer plus loin dans ma quête. En passant de l'ombre à la lumière, les orques dévorent ce qui reste de mes craintes. Les grands cétacés reflètent la beauté du monde. Ils ont un pouvoir sur nous, comme nous avons un pouvoir sur eux. Quel chemin choisirons-nous de suivre ensemble ? Il faut parfois prendre le temps de s'arrêter quelques instants. J'imagine que vous parliez de ralentissement de rythme cardiaque tout à l'heure. C'est aussi une façon de s'arrêter, probablement, de descendre en grande immersion. Racontez-nous un petit peu ce film, et puis ensuite on parlera de l'expo Un océan. Alors ce film se veut être d'abord il s'appelle La quête du sauvage. Donc il veut être un petit peu une reconnexion avec cet environnement, cette nature. Il y a un paradoxe assez impressionnant, et c'est le philosophe Baptiste Morisot qui en parle un peu et qui reprend un propos de Philippe Descola, un anthropologue, qui dit qu'est-ce qu'on va faire demain? Et puis il dit demain on va en nature, on va dans la nature. C'est-à-dire qu'on s'exclut en fait de ce territoire qui est composé de milliers d'espèces vivantes que l'on exploite plutôt majoritairement pour notre survie, et comme s'il y avait un petit peu cette différenciation entre le dehors, la nature, et le dedans, je dirais, l'humain. Et ce film se veut un petit peu cette reconnexion comme quoi nous faisons véritablement partie de ce territoire, que nous devons prendre en considération ses besoins, prendre en considération les nôtres bien évidemment, mais ne pas prendre que en considération les nôtres.
au détriment des siens. Et il se veut voilà, une tentative de reconnexion avec celui-ci à travers, par mon univers sous-marin, le fait d'aller à la rencontre de ces grands cétacés, parce que ces grands cétacés nous impressionnent tous par, comme je disais tout à l'heure, leur démesure, leurs codes sociaux, leur activité et je dirais le symbolisme aussi qu'ils suscitent. Et là, dans cette séquence, on le voit, nous sommes allés de nuit à la rencontre des orques qui étaient proches d'un bateau. Excusez-moi Morgane, on peut peut-être montrer quelques photos qui sont liées aussi au tournage pendant que vous Le but, continuez c'était d'aller vraiment de nuit, puisque c'est une des réalités. Quand ils plongent, ils sont dans un environnement sombre et froid. Et c'était aussi le but de démystifier un petit peu cet univers qui, pour la majeure partie des habitants de ce monde, fait peur, la mer, par rapport à tous ces symbolismes de naufrage, de péril, de perte, de noyade, de divinité, de choses plutôt négatives, de monstres réels ou imaginaires. Mais ça, c'est dans l'esprit de l'homme. Donc le but, c'était aussi un petit peu de démystifier tout ça et d'aller se jeter peut-être dans la gueule du loup, mais plutôt dans un environnement fantastique. Bah oui, parce que pour vous, c'est peut-être sûrement pas banal, mais en tout cas naturel. Mais c'est vrai que quand on est sur un bateau avec 3000 mètres de fond, c'est pas toujours évident d'avoir envie de plonger. C'est à la fois attirant et très angoissant. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut montrer peut-être aussi quelques photos de l'expo d'Alexis Rosenfeld, parce qu'on va voir quelques images de ce que vous faites en partie, et notamment en ce moment. Et ça fait partie des outils pédagogiques importants pour faire passer un certain nombre de messages. On est tous captivés par cette beauté du vivant en général, mais peut-être particulièrement par cette beauté de la biodiversité marine. Allez-y, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que cette expo, et on va voir, voilà, on voit quelques images. C'est avant tout un grand projet qui s'appelle One Ocean, le grand témoignage sur l'océan, qui accompagne la décennie des sciences océaniques de l'UNESCO, et qui est une décennie d'exploration au service de l'océan, raconter la science et raconter l'océan autrement. Donc l'exposition, c'est un moyen de transmission, c'est un moyen de partage, c'est un moyen de transmission de la connaissance. Et là, l'exposition qui est présentée Gare Saint-Charles sur le Parvis, qui est accessible pendant 2 mois, je crois, présente essentiellement les eaux françaises et territoires d'outre-mer. Là, on a les baleines dont parlait Jacques tout à l'heure. C'est celle-là dont tu parlais, c'est ces baleines à bosse de Roroutou dans le sud de la Polynésie, où tous les ans, à la même époque, se retrouvent les baleines pour s'accoupler maître bas. Là, on est juste derrière Marseille sur ces globicéphales qu'on rencontre en tête de canyon. Et ça, c'est un travail qui est fait avec WWF France et qui était à la base un travail scientifique, c'est-à-dire que les mises à l'eau se font uniquement dans un cadre scientifique et c'est pas une mise à l'eau de plongeur ou d'observation, de tourisme, et pas de mise à l'eau abusive en fait avec les animaux. Ça, à chaque fois dans des quêtes de science et des accès privilégiés comme cette photographie réalisée à Scandola, qui est patrimoine mondial pour l'humanité, qui montre une biodiversité en Méditerranée absolument exceptionnelle parce que cette zone est particulièrement protégée. C'est au taux de protection maximum pour une réserve et pour un accès. Et globalement, à chaque fois, on a une histoire à raconter autour d'une photographie qui va stopper ce temps. C'est-à-dire que la photographie, ça va être cet instant. On pourra parler d'avant la photographie, du moment de la photographie. Après la photographie, ça sera le futur. Et revenir régulièrement sur cet instant. Alors, voilà, là, on est juste à côté, Parc National des Calanques, à Marseille. C'est une photo qui est réalisée il y a 2 ans, je crois, et qui montre en fait cette incroyable vivacité de la nature à reprendre ses droits quelques années après la création de ce parc national. Tu peux parler de l'œil de la baleine, parce que quand une baleine, et Morgane le sait, en réalité, une baleine, quand elle remonte vers toi ou quand toi tu vas vers elle, moi, ce qui m'a énormément impressionné, c'est l'œil. L'œil te suit tes mouvements. Je vais vous raconter une petite histoire courte qui va être diffusée bientôt. C'est l'histoire de Tache Blanche. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance. Il y a une des photos de Tache Blanche dans l'exposition. Je crois, c'est un cachalot que j'ai vu naître. J'étais présent au moment de sa naissance à l'île Maurice. Et il y a quelques semaines, Hugues Vitry, qui est un merveilleux guide naturaliste, m'appelle et me dit il est arrivé quelque chose à Tache Blanche, qui a 10 ans maintenant. Et Tache Blanche s'était pris dans un engin de pêche.
Et il a été appelé par les gardes-côtes. Et quand je fais le lien avec l'œil, justement, et Hugues connaissait très bien le cachalot, tache blanche, et le cachalot connaissait très bien Hugues. Et quand il s'est approché du cachalot pour essayer de le libérer, il l'a regardé, il a été le caresser sous l'œil. Et le cachalot s'est mis sur le côté et s'est laissé enlever les filins autour de la bouche et il a libéré le cachalot. Ça date d'il y a un petit mois, je crois, cette histoire. Et vous la verrez bientôt sur mes réseaux sociaux. Merci. Merci. Oui, on est là pour ça. Formidable. Merci beaucoup, Alexis. On verra quelques images du Platypus tout à l'heure, mais avant, je voudrais justement, vous en avez un tout petit peu parlé, Alexis, avoir votre avis, votre retour d'expérience sur un aspect peut-être un peu plus positif que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que je suis assez convaincu aussi que les choses avancent par la force de l'exemple et par des exemples encourageants, parce que l'homme est peut-être un animal prétentieux qui n'aime pas avoir des problèmes sans solution, et donc il ne faut pas entretenir du déni psychologique. En matière de régénératif marin, il y a un certain nombre d'expériences intéressantes en cours, ici à Cortiou ou ailleurs. Quel est votre avis sur la question et est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de choses sont possibles et que vous-même, peut-être, vous avez, dans vos plongées, observé des aires naturelles où la vie va un peu mieux qu'avant? Moi, je suis convaincu de ça, en fait. Je suis plutôt positif. Quand je raconte l'histoire de ce cachalot, il est libéré, donc c'est une histoire qui finit bien, c'est une belle histoire. Le parc national des Calanques, malgré beaucoup de défauts fonctionnels, ça reste un exemple absolument merveilleux de la protection et d'une aire marine protégée. Après, il faut, je pense, être sincère et comprendre qu'on ne va pas sauver le monde en ramassant du plastique, parce que c'est pas vrai. Seulement 1% du plastique est en surface, le reste est au fond, donc on ramassera strictement rien. Et c'est à l'origine. Enfin, avant de couler, avant de couler, voilà, bien sûr, avant de couler, on va le prélever, bien sûr, évidemment. Mais voilà, et les coraux, c'est à l'origine du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, des problématiques de l'homme, en fait, de l'action anthropique qui va détruire ces récifs coralliens, mais c'est pas en mettant des boutures de coraux qu'on va reconstruire des récifs coralliens. C'est une aberration de penser ça et de dépenser son argent pour ça. Mais François-Alexandre nous a dit tout à l'heure qu'il fallait encourager les approches convergentes, multiples, diverses, etc. Mais on va faire la jonction, justement. On va voir en même temps, peut-être que François-Alexandre nous parle quelques images du Platypus. Quel est l'objectif du bateau ? Alors, avant de parler de l'objectif du bateau, on est tous d'accord, je vous mets à l'aise totalement, donc il n'y a pas de différence. C'est que je suis un indécrottable optimiste, mais très réaliste. La tâche qui est devant nous est immense. Et c'est un problème qui est extrêmement complexe et qui est souvent vulgarisé à l'extrême. Et c'est cette vulgarisation, cette simplification qui est terrible. Et là, on arrive dans un manichéisme du monde, on dit c'est bien, c'est pas bien, etc. La solution, c'est ça, ou il n'y a pas de solution. Et cet extrémisme, c'est là que je voulais parler tout à l'heure, est terrible. Le problème est complexe. Il y a énormément de problématiques et des sous-problématiques, ou même des sous-problématiques. Quand on parle du problème des plastiques, par exemple, c'est pas un problème, c'est 1 milliard de problèmes. Quand on parle de la problématique de la pollution des océans, ce n'est pas que le plastique, c'est d'autres pollutions. Il y a les macrodéchets, il y a les microdéchets, les points. Derrière, il y a autant de solutions différentes qui viennent de la terre, principalement, et également en mer. Par exemple, tout à l'heure, quand on a évoqué le ramassage en mer, effectivement, tout à fait raison, c'est une tâche, moi j'y crois pas du tout, parce que vous avez raison, c'est 1% du plastique qui flotte, et le reste est sous l'eau. Le tout, c'est d'arriver à trouver à comment juguler le flux en amont. Donc hier, par exemple, on avait Polystock, une autre boîte, pardon, je ne me rappelle plus le nom, qui fait des filtres sur les machines à laver le linge. Excellent, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne le savait pas, mais 30% des microparticules sur l'océan viennent de nos textiles quand on lave simplement nos machines dans le linge dans la machine. On a mis un filtre, et la France d'ailleurs, encore une fois aucun politique, mais voilà, le président Macron a incité à être le premier pays au monde à faire en sorte que ce soit obligatoire désormais que quand on vend une machine à laver en France, le linge, il y a un filtre qui est équipé dessus, premier au monde. Maintenant, ça serait bien que l'Union européenne suive et les autres pays suivent. Ensuite, il faut mettre des filtres au niveau des fleuves, des rivières, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et toute une chaîne comme ça. Et c'est pas d'ailleurs une solution à chaque maillon de la chaîne, il y en a plusieurs.
Alors, tout ceci pour dire, et c'est là qu'on arrive avec mon bateau est un tout petit maillon de la chaîne. Donc qu'est-ce que c'est que le platypus? Et là, vous pouvez lancer peut-être les images pour que les gens comprennent, mais on a voulu faire en fait un bateau hybride. De la même façon que vous avez une voiture cabriolet qui peut se décapoter quand il y a du soleil. Moi, ce que je voulais avoir, en fait, c'était un bateau qui soit capable de naviguer sur l'eau comme un bateau normal, hein, d'ailleurs, qui soit d'ailleurs accessoirement un très bon bateau. Vous allez voir, c'est un beau bateau, hein, je trouve. Et c'est un bon bateau. Et puis, quand on le souhaite, on appuie sur un bouton et on peut se retrouver sous l'eau, de la même façon que quand on veut profiter du soleil en voiture, eh bien, on peut profiter du soleil. Moi, je trouvais extrêmement dommage, tout simplement, que l'on ne puisse pas naviguer sous l'eau et donc explorer les fonds sous-marins. J'adore naviguer sur l'eau, mais je trouve que sous l'eau, c'est encore plus beau et passionnant que ce qu'il y a en surface. Donc, pouvoir avoir cet usage hybride, cette possibilité de changer les deux m'interpellait beaucoup. Deuxième point important, c'était que quand on est effectivement en mode sous-marin, là, on revient à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure entre nous et Jacques, c'est que, oui, il y a une question de durée sous l'eau. Moi, j'avoue que je suis comme Jacques, si je pouvais passer mon temps sous l'eau, je passerais mon temps sous l'eau. On a voulu faire un bateau en fait qui permette de naviguer sur de grandes distances sans aucune limite de temps. Donc là, vous distinguez le concept. Hein, donc en deux mots, c'est un trimaran, donc dessiné d'ailleurs par Van Peteghem pour ceux qui aiment les bateaux. Et la partie centrale est détachable, donc peut être un flotteur en temps normal, et elle se ballaste, donc elle se remplit d'eau. Elle est montée sur des bras avec des vérins hydrauliques de telle façon à pouvoir descendre ou monter à la demande, comme un lave-vide de voiture. Et ainsi, donc, on peut alterner des navigations de surface ou des navigations sous-marines. Tout le monde se pose la question comment on respire. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des narguilés. Hein, c'est un petit peu comme Dupont et Dupont dans Tintin et le trésor de Recam le Rouge. C'est électrique. C'est une boîte qui s'appelle Nardi qui fait ça. Donc grâce à ça, on peut respirer autant de temps qu'on le souhaite. Ensuite, alors, quel est l'intérêt au point de vue environnemental, au niveau exploration et les messages qui sont passés derrière? Au niveau environnemental, on a une machine qui est capable justement de sillonner les littoraux côtiers sans aucune limite de temps. On a fait donc, comme j'évoquais tout à l'heure, 40 km en une journée. On peut faire plus, hein, on va alterner navigation de jour, de nuit. L'intérêt de pouvoir donc voir le plastique qui jonche les littoraux côtiers, puisqu'on n'en parle pas assez, mais quand le plastique, malgré tous les barrages que l'on va mettre, tombe dans la mer, il va d'abord flotter un tout petit peu, il va souvent couler très vite, et il va souvent couler et rester au fond de l'eau à une petite profondeur de 5 à 15 mètres, avant ensuite de se décomposer en microparticules, d'être porté par les courants marins. Je simplifie, c'est pas aussi simple que ça, on est d'accord. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de voir uniquement les macro-déchets à petite profondeur. Ensuite, on va être capable de les cartographier, donc on a réussi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à connecter le bateau en mode digital. On a des antennes de surface et des interfaces digitales étanchéifiées sous l'eau. On est capable d'avoir des opérateurs qui vont pouvoir indiquer en live qu'est-ce qu'ils voient sous l'eau, notamment la pollution, les macro-déchets, etc. Troisième axe, on peut sortir du bateau et on peut aller collecter les déchets. Et ça aussi, c'est un axe important en termes de message, c'est de dire, voilà, on a un engin qui permet, mais il y en a d'autres, hein, qui permet de voir beaucoup plus la mer. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse plein de choses sous l'eau, et ce ne serait pas du tout une invasion sous-marine. Je suis comme Jacques, je ne veux pas devenir martien, moi je veux devenir mérien. Voilà, je suis comme toi, c'est mon rêve. Et donc pour ça, en fait, il faut donner tout un ensemble de possibilités à faire. Et le message, c'est de dire que la mer, en fait, on est au tout début de ce qu'on peut faire avec. Merci beaucoup François-Alexandre. Morgane, Alexis, vous êtes déjà monté à bord, vous avez envie d'y aller demain matin? Ils sont invités, indirect. Ah, c'est un bateau assez exceptionnel. Ça questionne en tout cas sur la manière, comme disait Jacques aussi, du temps sous l'eau. De pouvoir, moi ne serait-ce qu'à mon simple niveau, passer de l'apnée à la plongée bouteille, c'est déjà très très différent, même si l'apnée aussi permet à un moment de rester sur un site pendant 3 heures, alors qu'en bouteille je pourrais ne rester qu'une demi-heure par rapport au palier, etc. Mais on a un autre moyen ici, voilà, de pouvoir explorer et comprendre ce qui se passe là-dessous et ce que l'on doit protéger. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je voudrais quand même, c'est génial parce que on a pu avoir un vrai échange de points de vue, dire que les déchets qui flottent, il faut quand même essayer de les ramasser. Et quand un enfant jette un papier par terre, on lui dit de pas le faire, mais s'il l'a fait, on lui demande de le ramasser. Donc, je voudrais quand même dire que le projet d'Yvan Bourgnon, c'est pas mal quand même aussi. En tout cas, que tous les projets sont les bienvenus. Pardon, mais petit rappel que je voulais faire. Un grand merci. Oui, François-Alexandre. Pas juste par rapport à ce que tu viens de dire, il y a effectivement une question de mentalité. Tu vois, par exemple, Yvan Bourgnon, on est d'accord ou pas avec lui, c'est pas la question. Il essaye. Il y a un jeune homme qui s'appelle aussi Boylan Slat, que je respecte immensément. Il a 25 ans aujourd'hui, il a commencé à l'âge de 15 ans. Vous voyez, il a cramé 50 millions de dollars. J'ai cramé volontairement. Il y a des gens qui disent il a cramé, il a perdu 50 millions de dollars parce qu'il a essayé une solution de filer dans plein milieu de l'océan pour tenter de capter les microplastiques. Ça n'a pas marché parce que la mer est un environnement immense et hostile. C'est pas un scoop. Et là, tout le monde lui est tombé dessus en disant c'est nul, encore une fois 50 millions de dollars de cramé. Je rappelle juste une chose, le budget de la défense mondiale c'est 2000 milliards de dollars par an. J'enrage vraiment de voir que l'on continue à critiquer des tentatives comme celle-ci, y compris celle d'Yvan Bourgnon. D'abord, il ne faut pas les critiquer parce que la vie n'est fait que d'essais-erreurs, donc il faut aussi apprendre et tirer des enseignements de tout ça. Et puis là où je te rejoins complètement, c'est que le 6 juin 1944, on a été capable
lancer une armada pour libérer la France. Donc, où est l'armada pour libérer le plastique de l'océan du plastique? Donc là aussi, probablement qu'on se rejoint. Vous voyez que le débat pourrait continuer longtemps. J'étais vraiment honoré, ravi de vous recevoir. Merci pour cette émission spéciale. Merci Jacques Rougerie, merci François-Alexandre Bertrand, merci beaucoup Morgane Bourkis, merci Alexis Rosenfeld. On se retrouve à 14h pour continuer à parler de biodiversité. Et de biodiversité en général, avec, je l'ai vu passer tout à l'heure, arriver Christophe Madrol pour la région Sud, avec Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle, avec Muriel Baron, responsable du pôle protection de l'océan à la Fondation de la mer, Solène Bastard-Boguin, directrice adjointe de Septentrion Environnement, Atlantine Boggio-Pasqua, coordinatrice scientifique chez Pure Océan, et Christophe Vasseur, CEO de INALV. Donc on se retrouve à 14h, la mer, trésor de biodiversité et avenir de l'humanité. À tout à l'heure.